Bonjour, bonsoir. Donc, je vais tester un nouveau format, on peut appeler ça comme ça, suite au retour hyper positif, franchement, de la première vraie vidéo, parce que j'avais fait cette chaîne il y a très longtemps, je mettais un peu tout et n'importe quoi. On peut dire que c'était ma première vidéo vraiment de moi par mois avec moi la dernière fois, en termes de youtubeurisme classique, on va dire, de face cam et des choses comme ça. Mais bon, je suis passé de 4 à 16 abonnés, donc mon échelle, c'est un bond monumental. Et j'ai eu beaucoup de retours à cette même échelle, ça a été assez important. Là, je vais tester donc j'appelais ça lecture du moment. On verra s'il n'y a pas d'autres titres. Mais ce sera à la fois mes retours donc ça peut être des essais, des romans, plein de choses différentes. Mon analyse et surtout, je vais lire des extraits parce que on saurait mieux, je pense, rendre hommage à un livre en lisant certains passages sans en dévoiler trop non plus, en vous donnant envie peut-être de l'acheter, d'encourager l'auteur. Et pour la première, je me suis penché sur ceci. Je sais pas si ça va être visible. Couverture un peu sombre, gris blanche. Donc White de Bret Easton Ellis, qui est un auteur habituellement de romans américains, donc qui est très intéressant parce que contemporain, hein, son premier roman en 1985. Et là, il va en publier un, il y en a un là qui sort en mois de mars, il a le plus connu c'est American Psycho, qui a été, il développe, il parle ici de simplification théâtre, et à la fois monde, il s'impose pas, il s'impose pas ce timing de sortir un roman tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est vraiment à l'envie. Il a une analyse de société critique de la société contemporaine du capitalisme. Bon, son roman le plus connu, c'est American Psycho, qui a été adapté au cinéma comme d'autres, avec plus ou moins de succès. Bon, ça, il aborde d'ailleurs dans celui-ci, ce livre, c'est son premier, vraiment, c'est son livre, c'est son non-roman, comme il dit. Et à la fois, c'est pas une biographie, c'est ça qui est intéressant. C'est pas un récit classique comme on peut l'avoir d'un auteur, des biographies qui sont habituellement assez cousues de fil blanc, un peu intéressantes. Là, c'est plutôt une radioscopie de la société par thème. Au détour, il glisse des informations quand même, évidemment, sur sa vie d'écrivain, des anecdotes personnelles et aussi sa façon de travailler, voilà, comment lui viennent ses idées, en fait, pourquoi il aborde tel ou tel thème. Mais principalement, je vous dis, il parle donc d'un passage en fait d'un monde à l'autre. Il situe le tournant au 11 septembre, comme beaucoup de monde, et, et- et il traite des générations en fait, de ce qui aujourd'hui choque les pauvres âmes, nés dans les années 90, ce qu'il appelle lui les millénials, c'est-à-dire il prend exemple en fait sur ce qu'il a pu publier, notamment sur Twitter ou ses romans qui ont toujours l'étiquette controversée, alors que de son époque, lui, par rapport à sa jeunesse, par rapport à sa culture, c'est des propos qui, de son temps, ne choquaient pas. Bon, maintenant, il a un peu plus de son temps, c'est-à-dire qu'il a la cinquantaine, hein, c'est pas non plus, c'est pas un vieillard. Mais voilà, pour mieux vous faire comprendre, enfin, ce que je trouvais intéressant chez Bret Easton Ellis, qui est un peu la référence de certains auteurs français contemporains, il a un côté un peu mondain, artiste mondain, à la fois anti-système et un pied dedans, un pied dehors. Et il influence notamment beaucoup Frédéric Beigbeder. Alors, il y en a qui vont peut-être pas apprécier la comparaison. Moi, j'aime beaucoup aussi Beigbeder, qui a certes une écriture un peu, ce qu'on appelle une écriture sans style, mais à la fois très incisive, avec beaucoup de fulgurance, des passages très pertinents et des formules qu'on retient. Donc lui, c'est un peu son modèle, il le revendique souvent. Et il a été aussi chroniqueur, notamment pour le très célèbre Vanity Fair. Il a un côté un peu, moi ça me rappelle l'actrice qui chronique dans Sex and the City. Donc il y a ce côté, parce qu'à la fois lui il est californien de base, il s'est installé rapidement à New York,
Et donc il décrit un peu ce microcosme new-yorkais qui se croit un peu tout puissant et tout, et il démystifie pas mal de choses. Alors je vais l'illustrer donc par des extraits, je vais commencer par c'est en introduction, donc il explique son rapport à en quoi en fait, qu'est-ce qu'il a décidé pour une fois ne pas écrire un roman. Son roman précédent datait de 2013, celui-ci White il date de 2019. Et en quoi, donc dans les premières pages, il explique en quoi, qu'est-ce qu'il a décidé, son envie est aller vers autre chose pour une fois, et pourquoi il a essayé de faire un essai. Je ne me suis jamais forcé à écrire un roman, ce que mes agents, éditeurs et lecteurs pourraient considérer comme faisant partie d'un problème global concernant l'écrivain que je suis ou la marque que je suis. Notamment parce que j'ai pris 5 ou 7 ou 8 années entre chaque livre, à une époque où la plupart des lecteurs attendent d'un romancier de marque qu'il publie tous les 2 ans avec une précision d'horloge. C'était ce que ma maison d'édition attendait de moi dans les années 1980, après le succès de mon premier roman. Et je me souviens encore du choc ressenti quand on m'a dit ça. Au bout du compte, je n'ai jamais travaillé de cette façon, et cependant, ça n'a jamais signifié que je n'écrivais pas. Tout simplement, j'écrivais de la manière qui fonctionnait le mieux pour moi. Je ne pensais à personne quand j'écrivais, je n'étais pas conscient d'un public à l'affût à l'extérieur de mon appartement, et je ne me suis jamais vraiment soucié de ce que mon agent, mon éditeur ou ma maison d'édition attendaient de moi. Avec ma maison d'édition, je m'assurais que les dates de remise, s'il y en avait, étaient flexibles, et elles l'étaient, et en retour, j'acceptais de faire la promotion des livres aussi longtemps qu'elle le jugeait nécessaire. Et je n'ai jamais succombé à la tentation de donner au public ce que je croyais qu'il aurait peut-être voulu. J'étais le public et j'écrivais pour me faire plaisir et me soulager de la douleur. J'ai rarement accordé des interviews entre 2 publications, parce qu'une partie du processus était encore mystérieuse pour les lecteurs, et cette sorte de glamour secret ajoutait une certaine excitation à la façon dont les livres étaient autrefois reçus, que ce soit négativement ou positivement. Mais les romans n'engagent plus le public avec une telle intensité. J'avais remarqué avec une certaine mélancolie le manque d'enthousiasme général pour les grands romans littéraires américains à l'automne, avant de retrouver cet ami à Palm Springs, mais j'avais aussi compris aucune raison de s'inquiéter. Ce n'était qu'un fait, tout comme la notion de grand film de studio américain ou de grand groupe américain recouvrait désormais une expérience plus réduite, plus étroite. Tout a été dégradé parce que la surcharge sensorielle et la prétendue technologie du libre choix nous ont apporté, bref, par la démocratisation des arts. J'ai commencé à sentir le besoin de travailler sur ma voix durant cette transition, de me déplacer du monde analogique dans lequel j'avais l'habitude d'écrire des romans, vers le monde numérique dans lequel nous vivons à présent, via des podcasts, la création d'une série web en prenant part aux réseaux sociaux, même si je n'ai jamais pensé qu'il existait la moindre corrélation entre les deux. Après cette dernière semaine de janvier dans le désert avec l'amie que je connaissais depuis 30 ans, après l'avoir vue se rendre dingue à cause de la vie qu'elle menait, et tandis qu'il me fallait endurer les remaniements incessants du pilote d'une série de science-fiction qui n'allait jamais marcher, quelque chose en moi a finalement craqué, et j'ai commencé à prendre des notes pour un roman. Mais ça n'a jamais rien donné non plus. Voilà, donc ça c'est l'intro. Il explique en gros pourquoi il est allé vers cet essai. Et donc après, il parle aussi de ses passions, et j'ai trouvé très intéressant donc, en tant qu'acharné de cinéma, même si je le suis un peu moins en ce moment. Il développe les films qui l'ont fasciné, et en quoi c'est pas forcément leur qualité, malgré les qualités esthétiques, c'est pas forcément techniquement des chefs-d'œuvre. Et début du chapitre 2, donc page 35, il développe concernant le film American Gigolo. En février 1980, j'avais 15 ans. J'ai vu American Gigolo de Paul Schrader au National Theatre dans Westwood. Et je n'avais pas idée que le film était influencé par Robert Bresson, le réalisateur français minimaliste, ou que la fin, un faux alibi qu'un des personnages offre à un autre, avait été subtilisée au film Pickpocket de Bresson. En 2012, quand j'écrivais le scénario de The Canyons pour Schrader, mon avant-dernière scène incluait une version de cet alibi entre Lindsay Lohan et James Dean, un riff mis au goût du jour du dernier instant de Pickpocket, mais American Gigolo était mon modèle et non Bresson. Rétrospectivement, l'impact qu'a eu sur moi American Gigolo est impossible à mesurer, et alors que ce n'est pas un grand film, ça ne l'est pas, même son réalisateur en convient, par la façon dont il a changé notre perception et notre regard sur les hommes,
et altérer la manière dont je pensais à Los Angeles et dont j'en faisais l'expérience, son influence est immense et indéniable. Le film se passe en 1979 à Los Angeles. Ses habitants dînent à Ma Maison, Perinos, Scandja et le Dôme. Et Julian Kay, le personnage du titre, vit dans un appartement chic de Westwood, en Armagne, roule dans les rues vides à bord d'une décapotable Mercedes et gagne sa vie comme prostituée pour de riches femmes entre deux âges, hante le Polo Lounge au Beverly Hills Hotel et il est extraordinairement beau. Et le film capture Richard Gere à l'apogée de sa beauté, quand il a 30 ans mais en paraît moins. Julian a deux proxénètes qui lui procurent du travail. Une femme blonde divorcée qui vit à Malibu, jouée par Nina Van Palant, et un grand méchant noir joué par Bill Duke, qui vit dans une tour du West Side, au milieu de sérigraphies d'Andy Warhol. Nous ne sommes pas sûrs que la femme soit au courant de l'existence de l'autre proxénète. Peut-être que cela a son importance au début, peut-être que non, mais ce qui importe, c'est le fait que Julian est un capitaliste heureux, superficiel, qui n'a pratiquement pas d'histoire derrière lui. Il se contente d'exister, flottant dans ce monde. Un acteur. À un moment, il dit à quelqu'un qu'il est né à Turin, mais nous ne savons pas si c'est vrai, parce que dans une scène antérieure, il a menti à une cliente en disant qu'il était dans sa jeunesse garçon de piscine au Beverly Hills Hotel. Le moteur de l'intrigue se met en marche quand Julian est piégé dans une affaire de meurtre et American Gigolo devient un thriller criminel. D'un point de vue narratif, c'est un récit plutôt banal et sa résolution est simple et nette. Mais rien de tout cela n'a aucune importance, tant la conception du film est séduisante et éblouissante. American Gigolo était le troisième film du jeune réalisateur Paul Schrader et tout ce qu'il avait appris lors de ses deux premiers porte ici ses fruits. Le glissement des mouvements de la caméra, les décors superbes, l'éclairage dramatique, tout contribue à la création de sa vision acide de Los Angeles appréhendée comme un désert brillamment coloré. C'est un néo-noir sous le soleil, menaçant et magnifique, et le film était de son temps. Il avait quelque chose de la New Wave de la fin des années 1970, minimal et chic, luxuriant et corrosif, et quelque chose de gai aussi, qui semblait être partout dans la culture à ce moment-là. Le grand public n'avait jamais vu un homme photographié, traité en objet, comme l'était Richard Gere. La caméra lorgnait sa beauté, errait sur sa peau, dévorait son exubérance juvénile, était subjuguée par sa chair, et Gere était le premier rôle principal dans un grand film de studio, en nu intégral de face. À l'origine, John Travolta devait être la star d'American Gigolo, mais il s'était retiré quelques semaines avant le début de la production, et le public aurait peut-être approuvé son sérieux plutôt que l'absence d'expression de Gere. Travolta aurait peut-être humanisé le film, y aurait instinctivement apporté son humour, et lui aurait donné un certain réalisme. Avec Gere en son centre, au contraire, le film est une expérience glaçante et distante, et à ce moment de sa carrière, l'humour lui fait particulièrement défaut. Il y a une tristesse chez Gere, même si cela n'efface pas l'impression que Julian Kay est moins un personnage qu'une idée, une abstraction, un acteur, et qu'il n'est certainement pas sympathique. Et cependant l'absence d'expression de Gere et l'austérité du film entraient en collision et au printemps 1980, le public a marché et a fait de lui une star. Le mannequin Lauren Hutton joue Michelle, la femme malheureuse d'un sénateur de Californie, et elle est aussi vraiment superbe. Mais le film aime son protagoniste principal. L'attention vient de la beauté et du narcissisme de Gere. Les femmes ont toujours été photographiées de cette manière, pas les hommes. C'était nouveau, c'était gai, et cela a fini par influencer absolument tout, de la popularité de GQ Magazine à la façon dont Calvin Klein a commencé à faire de la publicité pour les hommes. Rétrospectivement, il est sidérant qu'American Gigolo ait été un succès. Le film est délibérément ralenti, parfois de façon glaciale, et flirte avec la prétention plus souvent que le contraire. Et il est donc difficile de croire que cet objet d'art, avec très peu de concessions commerciales, entre parenthèses si ce n'est bien entendu cette provocation délirante qu'est le titre, ait été en fait un grand film de la Paramount produit par Jerry Bruckheimer. Voilà, à titre d'exemple, après il parle d'autres films, hein, on y reviendra. Il y a des anecdotes aussi rigolotes, donc il a été chroniqueur, il interviewait certains acteurs dans le cadre du magazine chic Vanity Fair. Et un jour, lassé d'un sujet de commande, on va finir ce café quand même. Pardon, j'ai un café du soir qui a du mal à passer.
Il devait faire une interview d'un acteur, en fait, et il voyait que ça n'allait rien donner de spécial. Et en accord avec cet acteur, en fait, ils ont préféré, ils ont fait une fausse liste, en fait, d'endroits chics qu'il faudrait fréquenter. Juste pour une espèce de troll géant, quand le mot n'était pas encore à la mode. Alors j'ai un extrait assez court. À la place du portrait de Jude Nelson, nous allions offrir à Vanity Fair un article sur les endroits où traînait vraiment la jeune garde d'Hollywood. Pas Spago et le Roxy, mais les coins secrets où les gens branchés se rendaient. Du genre, à la recherche du cool parfait dans LA. Quand j'ai proposé l'article au magazine, ils ont adoré et ont fait monter à bord le jeune et beau Bradford Branson pour photographier les lieux dont Jude et moi avions décidé de chanter les louanges comme étant le cool parfait à LA. Ce que je n'avais fait savoir à personne à Vanity Fair, c'était que les coins que Jude et moi avions sanctifiés étaient en réalité quelques-uns des plus ringards de tout Los Angeles, que la jeunesse sophistiquée d'Hollywood aurait non seulement fui, mais dont elle n'aurait probablement même pas entendu parler. Où la jeunesse la plus branchée de LA préfère-t-elle manger? Chez Philippe, berceau du sandwich français, une cafétéria toute simple sur Alameda et North Main. Pour une sortie culturelle, le musée de l'art du néon, l'endroit le plus cool pour boire un verre. Le bar du Hilton Downtown, un coin miteux sur Wilshire Boulevard. Sans oublier le Bud Club, complètement fictif, un grand magasin légendaire et flottant, susceptible de surgir n'importe où de façon magique entre Glendale et Venice, sombre et déserté, si insaisissable qu'il était censé rendre dingue la jeunesse branchée. Tout, du dîner rétro Ben Franks aux 10 heures de bonne aventure chinois cachés dans les faubourgs de Pasadena, devint la fausse destination de la jeune élite de LA. Et Jude et moi les avons tous vendus, posant devant chacun d'eux en costume noir, cravate étroite et Ray-Ban pour les photos, d'un magnifique noir et blanc chatoyant prise par Brandon. Afin de ne pas éveiller la suspicion de quiconque au magazine, nous avions glissé quelques endroits à la mode légitime. Power Tools, le Ritz Café, Chianti Cucina, Dirt Box. Pour finir, nous avions le sentiment d'avoir tous les deux esquivé une balle. Moi en ayant quelque chose de plus étrange et de moins orthodoxe qu'un portrait de commande, et Jude en sortant indemne d'une rencontre avec un journaliste potentiellement douteux. L'article est paru dans le numéro de novembre 1985, nos noms sur la couverture en surimpression de Sylvester Stallone posant avec Brigitte Nielsen. En quatrième année à Bennington College, je me souviens d'avoir ouvert ce numéro dans un bus qui allait du campus en ville et de m'être senti à la fois ravi et terrifié parce que Jude et moi avions réussi. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que Vanity Fair ne découvre le poteau rose. Et naturellement, on ne m'a plus jamais demandé d'écrire quoi que ce soit pendant le règne de Tina Brown. Ironie du sort, quelques-uns des endroits que nous avions prématurément estampillés cool le devinrent quelque temps à cause de l'article, et semblent être aujourd'hui un rappel du pouvoir de Vanity Fair de la jeunesse et des années 1980. Bon, un très bon exemple de propagande, on va dire, qui a été faite pour troller, et au final ça a été tellement bien fait que les lieux sont devenus quand même cultes. Je trouve que c'est assez symptomatique, c'est très bon, c'est léger, il y a des passages comme ça assez légers, après il y a des analyses plus politiques. Donc je passe, il y a un chapitre qui s'appelle second mois. C'est très, c'est très sur sa vie littéraire. Après il y a un chapitre qui s'appelle Post-sexe. Et là il y a un extrait assez intéressant, donc le duel analogique, le numérique, le duel générationnel. Ça rappelle un sketch de Fabrice Eboué qui s'énerve, je sais plus si c'est sur son fils ou il lui dit en gros notre génération à nous, pour voir pour réussir à voir des images de porno, pour voir un seins nu à la télé et tout, fallait s'arracher, fallait passer des épreuves et tout, et que maintenant vous tout est plus facile, vous avez en un clic, vous avez accès à tout, il n'y a aucun mérite quoi. Donc là c'est dans la même idée. Dans la même idée, il explique un peu le rapport au porno notamment. Des féministes des années 1970 se sont plaintes de Playboy et de la pornographie en général, et en tant que mâles, nous étions un peu perplexes.
Quel mal y avait-il à regarder des femmes-objets superbes ou des hommes-objets? Qu'est-ce qui clochait avec cette histoire d'instinct fondée sur le sexe qui pousse à regarder avec insistance et à convoiter? Pourquoi ne pas rendre ça plus facilement disponible pour des garçons excités? Et qu'y avait-il de mal dans l'idée d'un regard masculin? Même en écartant tout ce que nous savons à présent de la masculinité toxique, quoi qu'elle puisse être, aucune idéologie ne changera jamais ces faits fondamentaux enracinés dans un impératif biologique. Pourquoi devrions-nous nous détourner de notre sexualité? Mes amis hommes se demandaient souvent: qui a le pouvoir dans une situation pareille, pardon. Ce n'est certainement pas moi. Je regarde cette femme superbe que je désire follement et que je ne rencontrerai probablement jamais. C'était le sentiment majoritaire chez les adolescents qui intensifiait le fantasme de tout le truc. Et cette vague sensation de punition et de dédain qui se superposait au pur plaisir, n'ajoutait-elle pas toujours quelque chose à l'expérience? La réaction féministe à Playboy nous paraissait injuste, parce que nos options avant Internet étaient si sévèrement limitées, peut-être 1 ou 2 magazines par mois, qu'une critique morale appliquée à nos désirs nous faisait l'effet d'être cruelle. Aujourd'hui, aller en personne dans une boutique, le sex shop était notre shop habituel dans San Fernando Valley, et louer ou acheter un film porno et se limiter à cette source pendant 1 mois est impensable et peu pratique. Et cependant, dans ce monde depuis longtemps disparu, c'était ainsi que les hommes satisfaisaient leurs besoins d'images sexuelles. Et comme elles étaient si rares, nous leur insufflions un sens plus profond et les rendions peut-être plus puissantes et plus érotiques qu'elles ne l'étaient. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les DVD ont rapidement laissé la place à l'incroyable étalage de pornographie sur Internet. Et j'étais émerveillé par la quantité de choix disponibles sans effort, comparé à ce qui avait été à notre disposition pendant ma propre adolescence et vers l'âge de 20 ans. Et pourtant, cette abondance a changé ma relation à la nudité et à la pornographie. Elle en a fait un lieu commun, une chose moins excitante, en quelque sorte. De la même manière que commander un livre sur Amazon était moins excitant que de marcher jusqu'à une librairie et de chercher pendant 1 heure, ou d'acheter des chaussures en ligne plutôt que d'aller dans une galerie marchande et d'essayer une paire de Topsiders et d'avoir un échange avec le vendeur, ou encore d'acheter un disque à Tower, ou bien de faire la queue pour un film. Ce refroidissement de l'excitation à tous les niveaux de la culture a à voir avec la notion qui disparaît d'investissement. Quand vous vous rangiez dans une librairie ou dans un magasin de disques, ou dans un cinéma, ou encore dans un kiosque à journaux, vous preniez le temps d'investir un plus grand effort physique et une plus grande attention dans ces expéditions que lorsque vous cliquez sur quelques boutons. Effort et attention qui étaient liés à une tentative plus approfondie d'entrer en contact avec le disque, le livre, le film, la pornographie. Vous aviez un intérêt profond à ce que l'expérience soit plaisante parce que vous aviez investi, et vous alliez probablement obtenir une gratification en raison de cet intérêt et de cet investissement. L'idée de renoncer à lire un livre après 5 pages sur votre Kindle, d'arrêter un film dans les 10 premières minutes après l'avoir acheté sur Apple, ou de ne pas écouter une chanson en entier sur Spotify n'était pas une option. Pourquoi faire une chose pareille après avoir roulé jusqu'au Sherman Theater dans Ventura Boulevard, jusqu'à Crown Books dans Westwood, Tower Records sur Sunset, jusqu'au kiosque à journaux dans Laurel Canyon? Mais que se passe-t-il lorsque les choses sont presque automatiquement disponibles? Quand un roman, ou une chanson, ou un film, ou une femme nue, ou 5 femmes nues, ou une femme nue engagée dans une orgie avec 5 hommes bien montés ne sont qu'à un clic de souris. Quand la nudité et l'idée d'une gratification deviennent une telle routine que vous pouvez instantanément vous connecter à quelqu'un et que vous pouvez voir en quelques secondes des photos de nus de ce partenaire sexuel à venir immédiatement. Un échange aussi ordinaire que la commande d'un livre sur Amazon ou le téléchargement d'un nouveau film sur Apple. Cette absence d'investissement rend alors tout équivalent. Si tout est disponible sans effort ou sans un récit dramatique quelconque, qui se soucie de savoir si vous l'aimez ou pas? Et l'excitation trépidante, le suspense, lié à l'effort que vous faisiez autrefois pour trouver une image érotique, s'est maintenant perdu avec la facilité lofi de l'accessibilité qui a en fait changé notre expérience de l'attente. Il y avait quelque chose d'idyllique dans cette ère analogique, une ardeur, une altérité, qui font défaut dans l'âge numérique du post-empire,
où tout a fini par donner l'impression d'être jetable. Bon, un extrait évidemment auquel je ne peux que adhérer, et je ne sais plus si j'ai précisé, voilà, il insiste beaucoup sur l'Empire, le post-Empire. Le post-Empire, donc c'est en gros ce qui est après le 11 septembre, mais ça va un peu plus loin après en termes de valeur. Voilà, il y a aussi, donc il y a un extrait sur, concernant notamment les films récompensés aux Oscars, les tendances de ces dernières années. Comme quoi on récompense davantage un sujet, une valeur morale revendiquée, que la qualité intrinsèque et que l'artistique du film. Donc il insiste beaucoup, je fais un extrait, je vais dire un extrait assez court, mais il insiste longuement sur notamment le film Moonlight. Sur un podcast que j'ai enregistré, l'acteur Marc Duplass a déclaré qu'une des raisons pour lesquelles il se sentait fier d'être un nouveau membre de l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences était le fait qu'il pourrait soutenir un film comme Moonlight, qui devait sortir sur les écrans quelques semaines plus tard. Je n'avais pas vu Moonlight, mais Duplass, qui est blanc, hétéro, libéral, semblait se faire l'écho d'un sentiment que j'avais capté sur les réseaux sociaux, qui soutenait déjà sans la moindre équivoque le film, et sans que beaucoup de ses champions l'aient vu. Un ami à moi, avocat noir dans l'industrie du spectacle, n'avait pas vu Moonlight non plus, mais au moment où il s'était assis avec moi pour dîner, la veille de la sortie du film, son excitation à l'idée de voir un grand drame indépendant dont le personnage principal était un homo noir était palpable. Son enthousiasme aveugle m'a rappelé un débat passionné que nous avions eu à propos du film de Ryan Coogler en 2013, Football Station. Esthétiquement, j'avais trouvé ce film sentimental, le sujet rebattu et la sincérité inscrite dans le énième récit de cette tragédie en faisait l'équivalent d'un snuff movie sur le destin pour Sundance. En fait, nos positions n'étaient très éloignées quand nous regardions Football Station d'un point de vue esthétique. Par goût, lui et moi fuyions devant les fioritures grandioses que le cinéma américain peut offrir. Et comme moi, il préfère les films de genre. Mais il admis que Football Station l'avait ému profondément, parce qu'il avait rarement vu un film où un jeune et beau noir, essayant de s'en sortir, se heurtait à toutes sortes d'embêtements et contrariétés par le simple fait qu'il était noir. Il avait donc trouvé les dernières séquences de Football Station, quand le protagoniste Oscar Grant est nonchalamment battu et tué, proprement accablantes. Pas nécessairement à cause du fait qu'il s'agissait d'un film artistique accompli, mais parce qu'il pouvait, même en étant d'une classe et d'une origine différente, se sentir des affinités avec Grant et éprouver qu'une partie de sa propre histoire était racontée. Et il n'avait pas pu s'empêcher de pleurer le lendemain du jour où il avait vu le film. Quand il avait décrit sa réaction, j'avais commencé à voir Football Station à travers son regard. Même si le film n'était pas fait pour moi, j'ai pu comprendre comment, en dehors de son esthétique, il avait affecté mon ami. J'ai finalement saisi qu'il avait fait une expérience similaire à la mienne pour Weekend, les deux films finissant d'ailleurs sur un quai de gare. La différence selon moi, c'est que l'esthétique de Weekend est plus convaincante, plus raffinée, plus neutre. Sa composition plus cinématique. L'innocence des protagonistes et leur victimisation n'étaient pas autant soulignées, et la seule chose qui en faisait des victimes était la solitude. Et oui, ils étaient aussi blancs. Sur les réseaux sociaux, ceux qui ont rejeté mes réserves à propos de Football Station avaient l'air de suggérer que j'aurais dû l'aimer malgré tout, laissant entendre qu'en m'attaquant à l'esthétique du film, qui compte tenu de son budget et de ses ambitions n'est pas mal du tout, je camouflais mon racisme. Et bien que je reconnaisse que mes préférences esthétiques, comme celles de chacun, se sont formées dans le contexte de mon éducation, elles reposent sur une série de critères qui ne répondent pas exclusivement à la victimisation. Mais ces critiques des réseaux sociaux voulaient dire par là que le fait d'être blanc était une erreur idéologique, que ma méconnaissance confortable était un problème indiscutable, ce à quoi je répondrais que vivre sans faire l'expérience directe de la pauvreté ou de la violence subventionnée par l'État, grandir sans être systématiquement soupçonné d'être une menace dès qu'on est dans un lieu public et ne jamais avoir à faire face à une existence où la protection est difficile à trouver, ne signifie pas un manque d'empathie, de jugement ou de compréhension de ma part. Et cela n'implique pas légitimement et automatiquement que je me taise.
Mais c'est une époque qui juge tout le monde si sévèrement à travers la lorgnette de la politique identitaire que vous êtes d'une certaine façon foutu si vous prétendez résister au conformisme menaçant de l'idéologie progressiste, qui propose l'inclusion universelle, sauf pour ceux qui osent poser des questions. Chacun doit être le même et avoir les mêmes réactions face à n'importe quelle œuvre d'art, n'importe quel mouvement, n'importe quelle idée, et si une personne refuse de se joindre au cœur de l'approbation, elle sera taxée de racisme ou de misogynie. C'est ce qui arrive à une culture lorsqu'elle ne se soucie plus du tout d'art. Ouais, c'est aussi, je trouve, très pertinent sur notre époque, hein. Alors il va être classé sûrement. Il est déjà classé réactionnaire, alors que bon, il a pour lui d'être. Après, il a une tranquillité à ça en étant homosexuel. Ils ont du mal justement à. Vu qu'il est homosexuel, ils ont du mal à trop l'attaquer là-dessus. Alors il y a beaucoup donc d'analyses sur le like et sur Twitter. Bon, je passe Twitter, j'ai pas trouvé que c'était les pages les plus intéressantes. Parce que finalement c'est assez dense et c'est exhaustif. En gros, ça devient une compile un peu de tous ces tweets qui ont scandalisé les réactions. C'est très bon après comme vous avez pu déjà constater, les références sont très américaines. Donc en lisant voilà, pour ceux qui lisent couramment, qui s'intéressent beaucoup à la culture Hollywood et le people, je pense que les lieux qu'ils mentionnent, ça leur parlera, mais c'est évident que ce sera pas forcément limpide pour tout le monde. Donc toujours dans cette critique du numérique et de ses conséquences dans le réel, il développe, il parle des sites de notation. Donc là, il prend l'exemple en se basant sur un épisode de South Park et les conséquences et en quoi les commerces s'adaptent craignent tellement d'avoir des mauvais retours sur des sites comme TripAdvisor ou d'autres que ça en devient ridicule. Dans un épisode de South Park en 2015, le personnage de Cartman et d'autres citadins sont captivés par Yelp, une application qui permet aux clients d'évaluer et de critiquer des restaurants et de rappeler aux maîtres d'hôtel et aux garçons que des jugements pourront être postés concernant les repas qu'ils ont servis. Ces Yelpers menacent ces restaurants de ne leur donner qu'une étoile sur 5 s'ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils souhaitent et ne sont pas en mesure de faire tout ce qu'ils veulent. De leur côté, les restaurants ont le sentiment qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que de se soumettre. Et les Yelpers exploitent leur pouvoir en demandant des plats gratuits et en faisant des suggestions sur la façon d'améliorer l'éclairage. Les employés tolèrent tout ça avec une frustration et une colère croissante. À un moment, les critiques de Yelp sont même comparées à ISIS, avant que les deux camps finissent par parvenir à une trêve. Cependant, sans que les Yelpers n'en sachent rien, la vengeance du restaurant consiste à contaminer leurs plats avec tous les fluides corporels imaginables, et je dis bien tous. Le point fort de cet épisode est de montrer que les clients se sont tellement bercés d'illusions qu'ils croient être des critiques professionnels, du genre « tout le monde s'appuie sur mes critiques dans Yelp », même s'ils n'ont pas idée de ce dont ils parlent. Le fait que les services aujourd'hui nous évaluent a posteriori soulève la question de savoir comment nous nous présentons en ligne et comment nous sommes étiquetés. Quand chacun prétend être un spécialiste avec une voix qui mérite d'être entendue, cela rend en réalité la voix de chaque personne moins significative. Tout ce que nous avons fait réellement, c'est nous configurer, pour être vendus, étiquetés, ciblés, disposés comme des données. Mais c'est la fin de partie logique de la démocratisation de la culture et du culte redoutable de l'inclusion qui insiste pour que chacun vive sous le parapluie des mêmes principes et de la même réglementation. Un mandat qui dicte comment nous devrions tous nous exprimer et nous comporter. Voilà l'exemple de tout le monde est critique gastronomique, tout le monde est. Alors c'est paradoxal du coup de lire ce passage, parce que moi-même je m'improvise critique, hein, mais je sais que c'est un vrai métier. Je n'ai pas de mépris pour les critiques professionnelles, parce que c'est un vrai art de savoir composer là-dessus, savoir comparer des œuvres, savoir argumenter.
On est toujours dans ce truc de... Moi, ça me rappelle la philosophie de... Quand on me disait qu'un prof de philo notait en fonction de s'il était d'accord ou pas, alors que c'est pas du tout le principe. Et généralement, c'était l'excuse derrière laquelle se réfugiaient les mauvais élèves, voilà, qui étaient incapables d'argumenter clairement. Et du coup, il disait, ah, j'ai eu 5, il n'était pas d'accord avec moi. En simplification extrême. Et l'art de la critique, c'est pareil. Quelqu'un qui... Une critique bien formulée, qu'elle aille dans le sens, dans votre sens ou non, vous pouvez reconnaître sa qualité. Donc il parle de... On en vient à... Il y a une grosse partie qui concerne Donald Trump et l'hystérie qui a prise une partie de l'électorat démocrate et que pendant quasiment les 4 ans, ils n'ont pas accepté sa victoire. Et donc là, d'abord, il y a un passage où il compare, il explique l'importance de Donald Trump pour le personnage de Patrick Bateman dans American Psycho, donc son roman le plus connu, qui malheureusement a donné lieu à un film que je considère, à part une demi-heure vraiment bien monté, le reste c'est très mal fichu. Donc on comprend même pas le. Donc il a fallu que je vraiment lire le livre pour comprendre la fin du film et le sens général qu'il a voulu donner donc à ce serial killer. Vous savez, c'est ce film, le Golden Boy qui, voilà, bien loti, mais qui a des pulsions de mort et qui est serial killer, ou alors ne l'est-il pas justement? On n'est pas tout à fait sûr. J'avais fait de Donald Trump le héros de Patrick Bateman dans American Psycho et mené des recherches sur plus d'une de ses odieuses pratiques commerciales, sur sa manière de mentir effrontément, sur la façon dont il avait laissé Roy Cohn lui servir de mentor, sur les relents de racisme qui n'étaient pas nécessairement déplacés chez un homme de son âge et de ses origines. J'avais lu Trump par Trump, et suivi sa trajectoire, et travaillé suffisamment sur le sujet pour faire de Trump un personnage qui allait flotter à travers le roman et être la personne à laquelle Bateman fait constamment référence, qu'il cite et qu'il rêve d'être. Les hommes, les types de Wall Street, avec qui j'ai passé un certain temps dans le cadre de ma recherche initiale, étaient fascinés par lui. Trump était une figure qui les inspirait, qui m'avait troublé en 1987 et 1988 et 1989. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est mentionné plus de 40 fois dans le roman. Bateman est obsédé par lui. Il est le papa qu'il n'a jamais eu, l'homme qu'il veut être. Peut-être est-ce pour ça que je me suis senti préparé quand le pays a élu Trump. J'avais connu autrefois tant de gens qui l'aimaient, et je les connaissais encore. On pouvait certainement ne pas aimer le fait qu'il avait été élu, et pourtant le comprendre, et en saisir la raison, sans pour autant subir un effondrement mental et émotionnel absolu. Chaque fois que j'entendais certaines personnes péter les plombs au sujet de Trump, ma première réaction était toujours: vous avez besoin d'être sous sédatif, vous avez besoin de voir un psy, vous avez besoin d'en finir avec le grand méchant homme, qui vous aide à concevoir toute votre vie comme un processus de victimisation. Pourquoi s'imposerait-il ce genre de truc? Il y avait sûrement des personnes, les bénéficiaires de DACA, donc c'est la Deferred Action for Child Out Arrivals, dispositif mis en place par Obama permettant à certains mineurs entrés illégalement sur le territoire américain de bénéficier d'un sursis de 2 ans concernant leur statut. Donc il parle de ça, donc les bénéficiaires de DACA ou les cibles de descente de l'ICE, l'ICE c'est l'Immigration and Custom Enforcement, agence fédérale chargée des lois sur l'immigration et du renforcement des lois concernant les crimes et actes terroristes commis par des résidents n'ayant pas la nationalité américaine. Donc on va reprendre la phrase pour que ce soit plus clair. Pourquoi s'imposerait-il ce genre de truc? Il y avait sûrement des personnes, les bénéficiaires de DACA ou les cibles de descente de l'ICE, susceptibles de flipper. Mais la bourgeoisie aisée, blanche, des universités, de Hollywood, des médias et de la Silicon Valley? Si vous détestiez Trump, pourquoi l'aviez-vous laissé gagner, figurativement aussi bien que littéralement? Mais c'est exactement ce qui a continué à se passer pendant l'année suivante et jusqu'en 2018. Des gens qui détestaient Trump se faisaient en fait trumper. Les libéraux riches que je connaissais étaient ceux qui le vivaient le plus mal et étaient toujours les plus hystériques. On revient après sur
Voilà, il développe beaucoup cette hystérie anti-Trump. Et il situe un tournant, pour lui, il y a un tournant en 2018. Alors, on va faire un extrait, donc c'est dans le chapitre These Days. J'espère que les images de fond serviront à vous égayer. Bon, en fait, c'est un exercice avant tout audio, hein, donc j'ai mis quelques images en rapport évidemment avec Preteston Ellis pour illustrer la vidéo, mais le but c'est évidemment pas de, j'aurais pu le préciser en intro, mais faut vous douter que c'est avant tout un exercice littéraire et de lecture, donc ça se prête pas forcément à rester fixé son écran. L'hystérie de l'été 2018 n'a jamais été plus bruyante que lorsque s'est ouvert l'avenir de la Cour suprême, réduisant au silence mon petit ami désorienté et loquace au cours d'une dépression de 48 heures après que le juge Kennedy eut annoncé sa retraite et des amis se sont mis à m'envoyer des textos, en proie à un désespoir exagéré, se demandant dans quel pays ils devraient déménager. Ajoutez à cela l'immoralité supposée cosmique des politiques d'immigration désormais appliquées aux frontières, entre parenthèses celle d'Obama n'était pas si remarquablement différente, et la résistance était devenue officiellement une chose différente de ce qu'elle était au départ. Le temps semblait finalement venu de fermer la porte à cette hystérie, une sorte de jeu falsifié qui ne parvenait même pas à connecter le réel et le pragmatique, qui faisait l'effet à présent d'être fabriqué et joué, et n'était presque jamais incontestable et convaincant. Simplement une dernière tentative désespérée de s'emparer de quoi exactement? Certainement pas de la moindre notion de civilité ou d'acceptation du fait que le président gouvernait d'une façon qu'approuvaient 90% des gens qui avaient voté pour lui. De plus en plus, on aurait dit qu'un appareil était en place dont le seul but était de discréditer l'élection elle-même, parce que certaines personnes n'avaient pas obtenu ce qu'elles voulaient. Et Trump les en avait avertis à chacun de ses rassemblements, où You can't always get what you want, concluait toujours le spectacle. Le pays donnait souvent l'impression d'être un lycée dément, où les perdants parmi les élèves jetaient tout ce qu'ils pouvaient sur celui qui avait été élu chef de classe, pour voir ce qu'il adviendrait, le compromettant à tout moment, lui et les élèves qui avaient voté pour lui. C'était la dynamique, je l'ai déjà noté, qui faisait de Trump le plus grand outsider jamais vu auparavant. Les comparaisons qui allaient bon train de Trump à Hitler, de l'immigration and Custom Enforcement Agency à la Gestapo, furent pour moi la goutte qui fit déborder le vase. Après 2 années ou presque de pause, attendons de voir si tout le monde va se calmer, putain, que j'avais maintenu jusqu'à la fin de l'été 2018. Je n'ai plus été capable de me calmer, putain. Et une nouvelle ironie avait fait son apparition dans le décor. J'entendais dire à présent combien la gauche était devenue irritante par des gens de gauche. Un soir, alors que nous buvions un verre, quelqu'un a soupiré à mon oreille. Je ne sais pas comment nous sommes devenus aussi ennuyeux. Et lors d'un dîner, un libéral, entre deux âges, a dit méprisant. Oh, je ne peux plus supporter la résistance. Et cela venait d'un gay qui avait été fier d'en faire partie. Voilà, bon, ça mérite tout ce qui concerne l'élection de Trump et l'espèce de mascarade, la peur orchestrée des démocrates est très très intéressant. Alors évidemment, ça en fait de... Bret Easton Ellis a été accusé d'être pro-Trump alors que lui-même ne vote pas, il se revendique en dehors du circuit électoral et apolitique. Donc il y a un dernier passage intéressant et qui sert de conclusion. Il raconte sa visite chez Kanye West, qui maintenant est un peu blacklisté de partout, qu'on fait passer pour faux complotiste et tout le reste. Et il raconte en quoi il a pu être influencé et hésiter lui-même à lui rendre visite, et finalement son idée forte de liberté a fait qu'il y est quand même allé et qu'il a été conforté par le fait que son ami était tout à fait sain
et que c'est son idée de l'Amérique en fait. Voilà, ce sera le dernier extrait. Je suis arrivé dans les bureaux de Kenny à Calabasas, et après que la sécurité m'a laissé passer, j'ai été conduit dans une pièce où il était en train de faire 3 trucs à la fois. Assembler l'équipe d'un film, contrôler sa ligne de vêtements, répéter des nouvelles chansons. Depuis 5 ans que je le connaissais vaguement, je ne l'avais jamais vu aussi attentif, concentré et heureux. C'était Kenny au sommet de sa lucidité, et l'après-midi a confirmé pour moi qu'il était en fait parfaitement sain d'esprit. Son propre maître, pas d'excuses, et certainement pas un monstre défoncé en train de cafouiller sur Twitter. Les gens devaient reconnaître, non pas approuver ou embrasser, que c'était quelqu'un qui voyait le monde à sa façon et non conformément à ce que d'autres pensaient qu'il devait voir. Keynes défendait dans ses tweets sur Trump une idée de la paix et de l'unité en imaginant un endroit où différentes parties pourraient s'emboîter et travailler ensemble, en dépit de vicieuses différences idéologiques. C'est ça. Il ne s'intéressait pas spécialement à la politique réelle ou à la politique au sens littéral, mais à la fin de l'été 2018, on aurait pu dire que personne n'avait l'air de s'y intéresser. Keynes, comme tout le monde, des deux côtés du fossé, envisageait à présent le monde comme un théâtre où une comédie musicale ne cessait d'être jouée, et avec dans le rôle principal quelqu'un qui leur ressemblait, capable d'exprimer leurs propres opinions. Mais dans le cas de Kenny, avec la dose appropriée d'énergie narcissique du dragon, une énergie qui lui permettait, peu importe ce qu'en pensaient les autres, d'être totalement libre. Ce dont mon ami et moi discutions vraiment, ce soir-là dans Culver City, membres de la génération X désenchantés, qui étions parvenus à la maturité pendant le coup double des années 1970, nihilistes, et le blabla réganien des années 1980, c'était de la liberté. Mais comment pouviez-vous être libre si vous vous prosterniez devant des pitreries à hurler d'un côté et de l'autre, devant un fossé de la taille du Grand Canyon que personne ne tentait de traverser? Depuis novembre 2016, mon ami et moi avions tous les deux entendu qu'un terrible effondrement économique était sur le point de se produire. La planète allait fondre. Un nombre incalculable de personnes allaient mourir. La situation tendue en Corée du Nord allait projeter les États-Unis dans une apocalypse nucléaire. L'impeachment de Trump était imminent, provoqué par la vidéo pipi, qui laisserait les gens sans emploi et les chars d'assaut russes seraient dans les rues. Nous avons aussi noté, sans pouvoir rien faire, que le réalisateur David Lynch n'avait pas pu dire dans une interview qu'il pensait que peut-être Donald Trump entrerait dans l'histoire comme un des grands présidents sans qu'un groupe de pensée le contraigne à s'excuser immédiatement de ses propos sur Facebook. Et où se trouvait une résistance si attirante et rusée qu'elle parvenait à vous emporter, capable de vous faire peut-être voir les choses sous un jour plus vaste, moins clignotant. Mais la résistance de 2018 semblait résolue à préconiser essentiellement le vandalisme et la violence. L'étoile de Trump sur Hollywood Boulevard a été détruite à coups de pioche. Un acteur ressemblant à un lorax, le lorax est un personnage de l'illustrateur Dr. Seuss qui parle aux arbres, ouais. Un acteur ressemblant à un lorax de 70 ans a dit que Trump aille se faire foutre lors des Tony Awards. Une animatrice de télévision a traité la fille du président de connasse incapable pendant son émission. Un autre acteur a suggéré que le fils du président, âgé de 11 ans, soit enfermé dans une cage avec des pédophiles. Et tout cela en provenance d'Hollywood, le pays de l'inclusion et de la diversité. Peut-être que tout le monde se fichait complètement de Baron Trump, parce que c'était simplement l'année du creux de la vague permanent pour une résistance qui ne cessait d'accumuler les échecs cuisants en passant sa colère sur Trump. C'était peut-être seulement un autre épisode d'un reality show qui se déroulait. Ou peut-être que comme lorsque vous êtes en proie à une rage infantile, la première chose que vous perdez est le jugement avant que ne vienne le tour du sens commun. Et à la fin, vous perdez la tête et avec elle votre liberté. Voilà, c'est bon. Je vous spoil la conclusion, mais finalement, c'est pas forcément... C'est cohérent avec l'ensemble. Je vous dis, il a une position particulière, cet auteur. Il est à la fois mondain et détaché. Il s'impose pas. Il a suffisamment en fait de succès littéraire dès son premier livre, Moins que zéro, ça a été un best-seller. Donc il peut se permettre de publier quand il veut, de parler de ce qu'il veut. Voilà, il a les moyens de son indépendance.
Et c'est en ça que je vous recommande White. Ça date de 2019, je pense qu'il aurait eu, s'il fait une suite, il y aura des choses très intéressantes à dire. Bon, en l'occurrence, il sort un roman en mars là, donc son huitième roman, il me semble. Enfin, exactement, il y a 6 romans et un livre de nouvelles jusqu'à maintenant. Donc vous avez pu voir défiler d'ailleurs les couvertures, hein, si tout s'est bien passé dans le diaporama que j'avais prévu. Voilà, je vais en rester là pour cette première édition. Et je vous invite d'ores et déjà à la suite. Je vais être obligé de revenir à mes fondamentaux, hein, on se refait pas. Hein. Heureusement, j'ai des lectures très intéressantes. Je vais peut-être faire un medley. Je pense que je ferai un medley, ces trois-là sur une seule vidéo, en essayant d'être plus synthétique et peut-être faire une synthèse sans forcément lire des extraits. Je sais pas exactement, je sais pas. Est-ce que cette vidéo est trop longue et je vais couper en plusieurs parties pour rendre ça un peu plus audible, un peu plus agréable. En tout cas, l'expérience continue, comme on disait dans Au-delà du réel à l'époque. Voilà, bonne journée, soirée, journée, je sais pas, au moment approprié où vous écouterez ça.